Salut à tous, même les femmes. Et aussi les enfants, tous. Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous. Tu as un sacré culot de venir ici. Installe-toi, j'arrive tout de suite. Y a pas de quoi s'exciter. Tu te défends bien, jeune homme. Moi, c'est Dash. Si tu veux bien me suivre, on va te trouver ce que tu cherches. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de l'Outrider, votre nouveau podcast dédié à l'actualité et au grand sujet de la saga Star Wars. C'est l'été, vous êtes peut-être en vacances, les pieds dans l'eau de Mon Cala ou peut-être dans le sable chaud de Tatooine. Peut-être que vous partez faire des balades dans les forêts d'Endor et à ce compte-là, attention aux Ewoks, ou peut-être que comme nous, vous êtes bloqués à votre boulot et dans tous les cas, ça tombe bien car vous avez besoin d'un petit podcast et qu'il n'y a pas vraiment de jour de congé pour les contrebandiers. Donc aujourd'hui, on se retrouve en petit comité, malgré la chaleur qui toutefois redescend sur la planète Paris. C'est plutôt agréable ces derniers jours, pour parler Star Wars. Et aujourd'hui avec moi, j'ai le plaisir de retrouver Phobos, alias Constance, alias celle qui était là dans les 2 derniers podcasts. Bonjour. Ça va ? Très bien, et toi ? Tu prends toujours ta voix de podcast Tout à fait. Sexy comme ça ? C'est rafraîchissant, ça aussi. Une voix tout aussi sexy, voire un peu plus, celle de JB, alias Chibou. Bonjour. Ah, ouais, c'était moyen sexy, mais bon, voilà, c'est un début. Je peux vous laisser, sinon. Non, mais... Ah, mais ça tourne, l'enregistrement il est bien, les niveaux des micros sont corrects, moi je peux rentrer chez moi. Ouais, c'est très bien. Bon, si on a que le son, c'est quand même pas si... J'ai juste une petite question. Oui, t'as dit que si on était dans les forêts d'Endor, fallait faire attention aux Ewoks. Bah ouais, parce que... Mais ils sont gentils, toi. Imagine. Tant que t'es pas un mec doré, a priori, ils vont pas te kidnapper. Imagine, t'as un t-shirt Star Wars, il y a souvent des Stormtroopers dessus. Imagine, ils voient le Stormtrooper et ils envoient une flèche dedans ou une lance. Ou un caillou sur ta tête. Et c'est vrai qu'en plus, ils tirent mieux que les Stormtroopers. Ouais. Donc tu te prends un deltaplane Ewok, le mec largue son rocher sur la tête. Voilà. Enfin, un accident est arrivé. Je suis convaincu. Attention aux Ewoks. C'est plus dangereux que les bouchons sur la 7, je vous préviens tout de suite. Bon, maintenant que les présentations sont faites, on va commencer aux news. Ouais, on va commencer aux news. Mets la gomme, Chibou. Ça redémarre. Faites préparer une navette. Je vous parle des modèles de combat Corelli à double rayon. Leader rouge au rapport. Leader gris au rapport. Leader vert au rapport. Nos chasseurs sont au complet. Volet de fermeture en position d'attaque. Alors vous l'aurez compris, c'est l'été et donc mon cerveau est complètement cramé, je raconte n'importe quoi, mais on va quand même essayer de parler d'une annonce plutôt importante de ces derniers jours, puisque c'est le casting de Star Wars 9 qui a enfin été dévoilé par le site starwars.com, donc Lucasfilm directement, après pas mal de rumeurs ça et là, rumeurs ou même quasi-confirmation quand on est avec des médias comme The Hollywood Reporter qui avait annoncé le retour de Lando et l'arrivée notamment de Keri Russell au casting. Ce qui est assez marrant, c'est que Keri Russell n'a été confirmé que plus tard et ajouté via un edit sur le site starwars.com. Est-ce qu'il l'avait oublié ? Est-ce qu'elle n'avait pas encore signé son contrat ? Eh bien, nous le saurons dans le making-of de la trilogie Star Wars de Disney, qui ne sortira jamais. Donc du coup, on va parler du casting, et on va commencer par les retours. Les gens qui sont de retour, par exemple, c'est Billy Dee Williams en Lando. Messieurs, dames, est-ce que ça vous émoustille ? Ouais. Ouais, moi je suis content de revoir Lando. Après, j'espère que Billy Dee Williams il va faire une petite cure de remise en forme comme ils avaient fait pour Mark Hamill, parce qu'il a été un petit peu abîmé par la vie. Ouais, on est dur quand même avec Lando, je trouve. Constance, du coup, t'es content de revoir Lando Billy Dee Williams ? Ben oui, je j'ai pas forcément une affection très particulière pour son personnage, donc ça me fait un peu ni chaud ni froid, quoi. Mais après, bon, ça fait toujours plaisir de voir revenir des anciens dans cette trilogie. Est-ce qu'on imagine déjà un rôle ou une position pour ce cher Lando au sein de Star Wars 9 ? Est-ce que vous avez des idées, des envies ? Moi je pense qu'il aura quand même un petit rôle. J'ai du mal à le voir avec un rôle principal, parce que s'il est encore présent dans la rébellion, dans la résistance, tout ça, on l'aurait déjà vu, ils en auraient déjà parlé en fait. Sauf si, moi c'est ce que j'imagine, il fait partie de ces fameux alliés qui ne répondent pas à l'appel de Leia, mais peut expliquer qu'il y a répondu quelques heures plus tard, à l'époque de The Last Jedi, et que maintenant il prend en importance d'une manière ou d'une autre, même si effectivement ça serait un petit peu
tiré par les cheveux, ou alors il est devenu un vrai pirate de l'espace, et là du coup c'est une aide inattendue qui viendra secourir nos résistants. Constance, des idées ? Je pense pas effectivement non plus qu'il aura un rôle principal. Après, j'imagine mal qu'il fasse autant de ramdam juste pour un petit caméo. Donc je pense qu'il aura quand même un rôle qui sera important, mais je l'imagine bien un peu en mentor, mais un peu lointain, on va dire, de la rébellion, de la résistance. Mais je pense qu'effectivement, vu qu'il n'y a plus l'ancien trio de tête, c'est un peu le dernier survivant en fait à être présent, et forcément il va quand même avoir une incidence, on va dire, sur la manière dont la résistance va continuer. On a aussi le retour de Mark Hamill dans le rôle de Luke, ce qui n'était pas forcément une méga surprise. Maintenant, est-ce que ça veut dire flashback ? Est-ce que ça veut dire Force Ghost ? Est-ce que ça veut dire les deux ? Petit avis, JB, sur la question. Moi, je vais rester sur les positions que j'avais après mon deuxième visionnage de The Last Jedi, qui était que la dernière phrase qu'il dit à Kylo Ren, ça doit être un truc genre « Si tu me tues, je reviendrai te hanter », quelque chose comme ça. Et moi, je vois bien, du coup, Kylo Ren avoir des visions de Luke, mais sous forme de cauchemar, en fait. Que ça soit pas un fantôme bienveillant, mais que ça soit un fantôme maléfique, mais qui soit provoqué par le côté obscur et par Kylo Ren. Donc une autre exploration du rôle, une sorte de répercussion. C'est ça. Et du coup, on aurait peut-être un Mark Hamill qui jouerait un peu plus taquin, tu vois, peut-être à puiser dans ce qu'il savait faire sur le Joker, tu vois, peut-être un peu plus méchant avec Kylo Ren. Je me souviens le torturer un petit peu. De tout ça. Constance. Je ne sais pas si on aura le droit à petit Joker Mark Hamill, ce qui pourrait... Enfin, faut que ça soit bien joué, quoi, pour pas que ça devienne trop caricatural, je pense. Je vois pas non plus rigoler à gorge déployée, on va se moquer de Kylo Ren, tu vois, mais d'être un peu plus taquin avec lui. Dans le sens bien joué, je veux dire, enfin, bien écrit, quoi, pas forcément bien joué par lui, et j'imagine que Mark Hamill saura se débrouiller avec le texte qu'il aura. Mais je l'imagine aussi facilement apparaître à Rey, en fait, pour continuer peut-être un peu à la guider par-ci par-là, ou en tout cas à ce qui continue à échanger autour de la force. Ouais, ça va être un petit défi quand même, parce que je trouve que sur le Yoda, la façon dont il est apparu dans The Last Jedi et dont ils ont du coup ramené le concept du Force Ghost sur le devant de la scène, au départ il est très old school avec cette espèce d'aura bleutée, et puis plus tu l'avances dans la scène et plus il devient presque tangible et tu vois même plus l'aura autour de lui. Du coup je me dis que même visuellement il y a un truc à faire, parce que Rian Johnson a déjà ouvert les portes au truc par rapport à cette espèce de projection de lui-même à l'autre bout de la galaxie, parce que moi j'ai vraiment du mal à imaginer genre Mark Hamill en bleu transparent se balader dans un film en 2019, quoi. Ça me paraît vraiment chelou, et je sais pas du coup comment ils vont traiter ce sujet. Enfin moi typiquement ça m'aurait pas dérangé qu'on se passe d'un Force Ghost, mais qu'on voit des espèces de vision ou de flashback ou de trucs comme ça, quoi. Explorer un petit peu ce qu'a fait Rian Johnson, puisqu'il avait fait aussi Abrams quand Rey touchait le sabre laser, qu'elle voyait les trucs qui avaient traversé Luke sans que Luke lui dise bah voilà, qu'on soit dans cette exposition vachement littérale, quoi, de la trilogie originale où t'as Obi-Wan qui se pose sur une branche et qui commence à te raconter une histoire, quoi. Après on n'est pas non plus à l'abri que J.J. Abrams il nous réexplique comment ça se passait le temple de Luke, les Night of Ren et tout ça, hein. Ouais, c'est pour ça que je parlais de flashback, parce que c'est plutôt ça que j'avais en tête personnellement pour le personnage. Je trouverais ça en fait dommage par rapport à la note qu'a placé Rian Johnson avec The Last Jedi, de retrouver Luke Skywalker comme s'il était vivant. Parce que techniquement, s'il apparaît en Force Ghost, pourquoi il va pas voir sa sœur, pourquoi il va pas voir d'autres gens, enfin tu vois, c'est ça qui me fait un petit peu peur, c'est qu'au final t'arrives au pic du 8 et tu te dis il s'est sacrifié, il y a ce truc là assez joli, etc., d'être mort selon ses termes et tout. S'il revient, que ça soit dans un côté un peu plus malin ou dans un côté un peu plus classique, maître à la Obi-Wan mais pour Rey, je trouve qu'au final c'est une mort un peu cheap, tu sais, je dirais pas une mort à la Nick Fury, quoi, mais pour faire comprendre l'idée, quoi, tu vois, c'est genre oui, enfin, il est mort mais il est pas vraiment mort, parce qu'en fait on va le voir toutes les 2 scènes en Force Ghost, quoi. Et ça, j'ai un petit peu peur de ça. Mais bref. Passons non plus au retour cette fois, mais à l'arrivée de nouvelles personnes, puisque on a au moins donc 3 nouveaux acteurs et actrices qui ont rejoint le casting. On commence avec Naomi Ackie, qu'on a pu voir dans Doctor Who ou dans un film qui s'appelle The Young Lady. Moi personnellement, je l'ai donc sans doute vu dans Doctor Who, mais je ne l'ai jamais vu ailleurs, et ça devait sans doute être un petit rôle au sein d'une série qui n'est pas non plus déjà la série la plus
populaire du monde ces derniers temps, pardon. On ne sait pas trop ce qu'elle vaut, on ne sait pas trop quel est son style de jeu, on ne sait pas trop ce qu'elle pourrait apporter à Star Wars 9, si ce n'est que elle est noire, donc c'est forcément quelqu'un de la famille de Finn, quoi. C'est comme ça sur Internet. Ou de Lando. Et peut-être les deux. Ah bah c'est la même famille. Ah, c'est la même famille, bah oui. Et de Mace Windu. Eh oui. Oh. Intéressant. Donc toi, tu la vois en fille de Mace Windu. Non, pas du tout. Comment faire des conclusions hâtives? Ouais, c'est clair. Ah ouais, non, j'espère qu'ils éviteront cet écueil. Après, effectivement, bah oui, ça fait plaisir de voir une femme noire dans Star Wars qui aura, on l'espère, un rôle intéressant parce que ça sera la première, si je me plante pas, dans les films. Non, parce qu'on a eu Fandy Newton dans Solo. Oui, effectivement. Ouais, mais est-ce qu'elle a vraiment un rôle? Ouais, voilà, c'est ça. Oui, son traitement était un peu... Je voulais juste défendre sur le côté la première. Effectivement, ça sera la première, tout à fait. Ça sera la première dans un des films principaux des trilogies. Dans la Skywalker saga. Exactement. Non, mais du coup, voilà, ça fait plaisir. Effectivement, moi, je la connais pas non plus du tout comme actrice, donc à voir. Et du coup, vous avez une idée comme ça de dropper quel genre de rôle elle pourrait jouer ou... Parce que moi, vu que J.J. Abrams et pas Rian Johnson, pardon, John Boyega avaient déjà dit qu'ils avaient l'intention d'explorer peut-être un peu le passé de Finn, moi ça m'étonnerait pas qu'on lui colle une sœur sur la fin ou dans un espèce de miroir nul au retour du Jedi, tu vois. Ouais, tu m'as fatigué. Ouais, je sais, mais j'ai quand même un petit peu peur de ce côté un peu... on en reparlera tout à l'heure par rapport au passage de relais entre Rian Johnson et Abrams, mais j'ai quand même un petit peu peur de ce côté. On va revenir sur tous les persos vont avoir une origine, parce que c'est quand même une tendance un petit peu abramsienne par moment. Mais bref, donc pas d'idée, parce que de toute façon on le connaît pas vraiment. On va passer plutôt à Richard E. Grant, qui a liké un tweet de Hot Rider, donc merci Richard, ça fait plaisir, toi-même tu sais, qu'on a vu dans Logan, où il incarnait le méchant monsieur professeur scientifique numéro Evil 36 000, enfin vous voyez le genre de rôle, mais qui a une bonne tête de méchant, donc moi je trouverais ça stylé, j'anticipe un peu la question, mais de le voir à contre-emploi, en étant peut-être l'un des alliés de la résistance ou un autre sorte de Holdo bis, quoi, une sorte d'autre général comme ça qui pourrait peut-être venir aider Leia et ses troupes. Après, il va jouer un officier du First Order. Après, il va jouer un officier du First Order. Il a en tout cas la dégaine pour. Qu'est-ce que vous pensez? C'est un bon acteur en tout cas. Enfin, moi, je sais que j'ai vu dans plein de petits rôles, il a une certaine présence, quoi. Ouais, moi direct, j'ai pensé First Order. Ça va être. Il a la tête de l'emploi, quoi, toi. Donc, ouais. Ouais, mais justement, ce serait bien qu'on ait un petit peu un truc à contre-pied, quoi. Ouais, j'aimerais bien, mais après, je le vois, j'ai envie de lui mettre un uniforme gris et qu'il hurle sur le des gens, tu vois. Ok. On comprend quels sont tes kinks, Jean-Baptiste. Revenons du côté des actrices avec Kerry Russell, donc, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est une habituée de J.J. Abrams, puisqu'elle jouait déjà dans Mission Impossible 3, où elle jouait en fait la protégée comment dire, des agents de terrain de la Force Mission Impossible, entraînée par Ethan Hunt, incarné par Tom Cruise. Allez voir Mission Impossible Fallout encore dans les salles. Merci Paramount d'envoyer la thune. MI3, mais également Felicity, dans un autre genre de space opéra crasseux. Qu'est-ce qu'on en pense, si ce n'est que c'est une femme qui a à peu près l'âge pour jouer la mère de Rey, donc c'est sans doute la mère de Rey, non? Non. Ah, okay. Moi je pensais. Non, je sais pas, moi je la vois bien être une alliée de la résistance et justement reprendre un petit peu ce rôle à la Holdo de la nana qui va aider la résistance à se reconstruire. Et si c'était une alien? Ah, peut-être. Parce que s'ils mettent Naomi Aki en alien, ça veut dire que toutes les femmes noires, c'est quasiment des aliens. Ouais, là, j'en voudrais un petit peu à J.J. Abrams, quand même. Peut-être qu'il a lui aussi des fétiches un peu chelous. Parlons de l'absence de Gwendoline Christie. À la rigueur, ça, on savait que Phasma, elle avait quand même peu de chances de revenir. Il y aurait eu un petit gimmick marrant si elle revenait, mais bon... je pense que Internet en aurait parlé pendant 6 mois encore, donc c'était peut-être pas la peine. Merci JJ. Par contre, l'absence de Benicio del Toro dans le rôle de DJ, qui avait pas l'air non plus forcément à être
amené à être développé. Non, moi ça me choque pas. Mais moi je trouve ça surprenant quand même. Il a eu son rôle dans le film, il est là pour une raison, il sert à faire évoluer le personnage de Finn. Finn a évolué, il n'y a plus besoin que DJ soit là. Quoi. Ouais, mais il y avait quand même cette espèce de... Tu vois, un jour tu gagnes, un jour je gagne... peut-être un truc à résoudre, tu vois. Ouais, moi j'avais l'impression qu'on allait le revoir, justement là-dessus. Mais en fait, le personnage n'a pas spécialement été très bien reçu par les fans. J'ai l'impression, en tout cas, il n'y a pas eu de hype vraiment autour du mec. En même temps, parmi les nouveaux films Star Wars, c'est peut-être l'un des personnages les plus faibles que j'ai jamais créé, quoi. Effectivement, il n'est pas très intéressant. Même les personnages de Solo sont plus intéressants que lui. Quoi. Le résultat est pas incroyable et c'est pour ça que je pense que Gigi s'est dit j'ai déjà beaucoup de personnages, j'ai envie de rajouter des nouveaux. Voilà, celui-là il va passer à la trappe, quoi. Ciao. Surtout qu'il jouait un peu sur un côté Lando. On a le retour de Billy Dee Williams, c'était peut-être pas la peine de faire quelque chose de redondant, effectivement. Et enfin, la dernière info autour du casting, c'est l'utilisation du coup de Rush, de The Last Jedi, peut-être The Force Awakens aussi, je sais pas exactement comment ils vont faire, avec Carrie Fisher pour continuer d'avoir le personnage. Alors là, ça pose quand même, ça soulève quand même pas mal de questions, parce que du coup, Kathleen Kennedy a encore une fois affirmé qu'il n'y aurait pas d'utilisation de CGI et ce genre de choses, qu'ils avaient l'aval de sa fille et de son frère pour faire se poursuivre la saga, la destinée du personnage. On savait que le film était prévu pour être centré autour de Leia. Très clairement, ça a pu être possible, même avec quelques rushs par-ci par-là. Donc, est-ce qu'il n'y aura pas quelque chose d'étrange là-dedans, tu vois ? Ça m'inquiète pas, je pense qu'ils le feront avec une certaine dignité, mais ça a quand même laissé une drôle d'impression, non ? Je pense que ça va être bizarre de la revoir à l'écran. Je pense que ça va sûrement générer beaucoup d'émotions chez les spectateurs. Mais moi, je trouve ça chouette qu'ils aient quand même réussi à avoir assez de rush pour que ça reste cohérent en fait dans le dernier film. Après, j'imagine que sa timeline va prendre fin de manière assez brusque parce que sinon je vois pas comment ce qui pourrait clore tout un arc narratif de manière cohérente avec seulement ce qu'ils ont filmé pour les 2 premiers opus, quoi. Ça paraît chaud. JB, des idées ? Je trouve ça extrêmement casse-gueule. Donc j'ai du mal à voir parce que est-ce qu'ils prennent des rushs du coup de The Force Awakens ou de The Jedi, sachant qu'elle est pas du tout habillée pareil, elle est pas du tout dans les mêmes environnements. Vraiment, je demande à voir parce que je pense qu'il y aura pas mal de trucages, mais c'est vrai que ça paraît un peu surprenant, même dans l'hypothèse où tu te dis on prend Lando pour dire qu'il y a un mec de l'ancienne trilogie. Tu te dis quand même il y a beaucoup de choses à clore et il y a aussi tout l'espace qu'a ouvert Rian Johnson. Donc revenir sur un espèce de statu quo où elle dirige la résistance et t'as quelques scènes de briefing et tu la vois que là, ça va faire bizarre, quoi. Ça très très bizarre. Ouais. Qu'elle reste tout le long du film mais en étant juste là un peu en retrait. Dans l'ombre et ça serait étrange. Très dérangeant, quoi. Ouais, c'est vraiment casse-gueule. Bon. Moi je pense qu'elle va mourir dans le film. Tu penses ? Je vois pas comment est-ce qu'ils pourraient s'en sortir autrement en fait. Je pense que s'ils avaient voulu la faire mourir dans le film, ils l'auraient fait mourir dans Star Wars 8 en fait. Enfin, c'était quand même beaucoup plus facile de truquer Star Wars 8 et de dire que c'est elle qui reste dans le vaisseau et qu'Holdo elle part dans la navette. Ouais, c'est pas la même chose parce que t'as les adieux avec Luke et tout. Ils auraient pu la faire mourir entre les 2 films et texte déroulant du prochain, la princesse Leia est décédée, quoi. Ouais. Personnellement, j'aurais fait comme ça, mais bon, ça me rend à la fois inquiet et curieux. Donc, en tout cas, si vous avez des avis, chers auditeurs, sur la question ou des idées de comment on pourrait faire ça bien, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire sur l'outil SoundCloud ou sur les réseaux sociaux. Puisqu'on parle de Star Wars 9, on va aussi parler de son tournage qui a commencé la semaine dernière, puisque c'était le 1er août, au moment où on enregistre ce podcast. Et J.J. Abrams a rejoint Twitter pour fêter ça. Ce qui est plutôt sympa parce que ça nous a permis de voir notamment la nouvelle tenue de Finn qui est très Young Han Solo parce qu'il a une espèce de veston blanc un peu chelou mais que j'aime bien. Puis on sait qu'il va avoir les cheveux longs donc ça va être un nouveau look pour un nouveau Finn. Et puis un petit élément de langage qui a quand même son importance. Un premier salut à Carrie Fisher en disant c'est dur de revenir sur le tournage sans elle. Et un deuxième salut pour Rian Johnson pour son film. Et ça fait quand même taire pas mal de haters de The Last Jedi et sans doute flipper ceux qui n'ont pas aimé ce film sans le détester. Mais j'ai trouvé que c'était
bien vu de la part de Abrams, de Bad Robot ou de Lucasfilm ou de qui a fait le tweet, parce que ça voulait vraiment dire, pour moi c'est presque déjà un truc en mode, vous inquiétez pas, on va pas revenir sur un clone du Retour du Jedi, et c'est pour ça qu'on en profite pour faire un petit truc à Rian Johnson, qui a répondu avec un gif de Han Solo, parce que cet homme est stylé. Qu'est-ce qu'on en pense de J.J. Abrams sur Twitter? Est-ce que le mec va nous mettre des mystery box partout? Il va tweeter des points d'interrogation et il va avoir des mecs qui vont le relier à Kojima, des trucs comme ça, quoi. Des dieux grecs, d'autres genres de choses. Bah, c'est chouette qu'ils se mettent à la com sur Twitter. Je pense qu'il a commencé à le faire en postant des petites photos de début de tournage. Il va continuer à nous mettre quelques petites surprises sur ce qu'il fait. Pour être tout à fait honnête avec lui, il faisait déjà de la com sur Twitter via le compte Bad Robot en prenant en photo les petites cartes qu'il écrivait lui-même, puisqu'il a une écriture très distinctive. Mais effectivement, c'est après, la première je fois. pense que c'est peut-être aussi une demande de la part de Lucasfilm et de Disney. Bah, on sait que la popularité de Rian Johnson a pas mal pesé dans comment les gens ont comment dire, accusé le film, ou au contraire l'ont bien accueilli parce que la sympathie du bonhomme fait que il a amené tout ça sur le devant de la scène. Bah, c'est de la com pas cher. Mais oui, aussi. Non, moi j'attends qu'il tweete un lens flare en fait. Tu vois. Ouais, il a pas une. JJ d'avant. D'ailleurs, il a pas une biographie très marrante parce que techniquement, il y avait moyen de faire. Tu vois, c'est comme Tom Cruise quand il a rejoint Twitter, running in movies since 1981. C'était pas mal, tu vois. Mais bref. Quand Tom Cruise dans Star Wars. Arrêtez-vous. J'en mets parfait. Fait le Kessel Run mais à pied. Il tape dans le dragon. Effectivement, ça pourrait être stylé. Bon, bah, on parlait du tournage et il faut savoir que la Jordanie pourrait être un des lieux du tournage de Star Wars 9. J'allais dire Star Wars The quelque chose alors qu'on n'a pas le titre. Mais voilà. C'est assez marrant du coup que la Jordanie soit parmi les potentiels lieux de tournage, puisque il me semble que c'est là où Jakku devait être filmé dans The Force Awakens, et qu'au dernier moment ils avaient choisi Abu Dhabi, alors qu'il existe même des concept art où on voit très clairement qu'ils étaient basés sur des photos et des lieux en particulier issus de la Jordanie, placés en Jordanie, je sais pas exactement comment on dit, mais voilà. Donc est-ce que ça veut dire retour sur Jakku? Est-ce que ça veut dire qu'au final la Jordanie c'est pas mal et qu'il y a des choses bien à aller filmer? On verra bien, mais en tout cas c'est pas très loin de la Turquie et ça fait quand même quelques semaines qu'on entend parler de rumeurs comme sur des tournages en Turquie. Donc voilà, pour quel type d'environnement, je ne sais pas, mais si vous connaissez un petit peu la Turquie ou que vous êtes d'origine turque vous-même, vous avez peut-être des idées de lieux qui feraient bien Star Wars. Voilà, par exemple, nous, en France, on a l'île d'Oléron. Alors, sinon, l'équipe reste globalement la même. Ils nous ont annoncé ça aussi en même temps que le casting, qui est le directeur photo, qui est le directeur des créatures, le chef décorateur, etc. En gros, c'est l'équipe de The Force Awakens. J.J. Abrams travaillant avec quasiment tout le temps les mêmes gens, comme la plupart des réalisateurs d'ailleurs. C'est les mêmes équipes qui avaient bossé sur The Last Jedi? Non, c'était les équipes de Rian Johnson. Ok. Et donc on va peut-être retrouver un peu plus de créativité, tu vois, sur les monstres, les designs, les trucs comme ça, qui je trouve avait manqué un petit peu à The Last Jedi, qui est un autre genre de film Star Wars, mais dans lequel on n'a pas, on nous dans a pas les introduit décors, les costumes, ça manquait un petit peu de fantaisie. Ouais, on va le dire. Je suis d'accord. Voilà. Donc cette scène du casino qui était un petit peu trop réaliste dans ses décors et dans ses jeux. Du coup, l'équipe reste la même, mais il fallait noter, encore une fois, comme on l'avait fait dans le numéro 4, je crois, la participation de Victoria Mahoney, qui sera du coup la Second Unit Director, et par conséquent la première réalisatrice d'un film Star Wars, même si techniquement ce n'est pas la réalisatrice titulaire. Mais bon, voilà, hein, baby steps. Ça fait plaisir. On approche. Tu voulais rajouter quelque chose? C'est une femme, mais c'est une femme noire en plus, donc c'est d'autant plus wow. Rare dans le milieu Star cinématographique. Wars, si tu rajoutes un J, SJW. Tout à fait. Non, mais on peut aussi le voir comme une manière pour Kathleen Kennedy en fait de permettre à cette réalisatrice de faire un peu ses armes sur une seconde unit pour plus tard peut-être se voir confier des projets encore plus ambitieux. Ou en tout cas participer aux autres projets type la série télé, live, etc. Ouais, ça pourrait être intéressant. Et puisque tu parles de séries, cher Constance, nous allons passer au reste de ce podcast et d'ailleurs au gros morceau de ce podcast qui, pour une fois, va parler plus de séries que de films parce que on n'a pas trop de nouvelles des spin-offs.
Enfin, ça n'a pas bougé depuis la réception de Solo, donc j'imagine que ça n'a pas trop bougé. On n'a pas de nouvelles de la trilogie de Rian Johnson, on n'a pas de nouvelles des films des créateurs de Game of Thrones, donc on passe directement à Star Wars The Clone Wars. Et pour la petite anecdote, la semaine où on a enregistré le précédent Outrider sur les femmes et Star Wars, excellent podcast qui a été excellemment bien reçu par la critique Tweetos, donc je vous encourage à l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait et à le partager très très fort, aussi fort qu'un Ewok jette des cailloux sur la tête des Stormtroopers, s'il vous plaît. Attention aux Ewoks. Attention aux Ewoks. Eh bien, on parlait avec notre amie Marie, et elle disait « Ah, je pense qu'il y aura une annonce au panel des 10 ans. » Et moi j'ai fait genre « LOL !» C'est un panel des 10 ans, il n'y aura pas d'annonce. Et il se trouve qu'il y a eu une annonce, puisque au panel des 10 ans de Clone Wars à la San Diego Comic Con, ils ont annoncé le retour de Clone Wars. Bah bravo Marie. Bravo. Déjà bravo. Et puis effectivement, pourquoi je ne sais pas. C'était assez surprenant en termes d'annonce. On sentait qu'il y avait, je suivais vaguement le live tweet du panel et qu'il y avait une espèce de tension qui montait. Donc ils ont dû utiliser ça un petit peu comme des cochons avant de libérer la pression et d'expliquer que Star Wars reviendrait avec une 7e et dernière saison de 12 épisodes. Donc Dave Filoni, qui n'avait pas pu finir sa série à cause du rachat de Disney, se retrouve de nouveau sur Clone Wars. Il y a un petit peu des airs de machine arrière que j'aime pas trop, mais d'un autre côté, on sait que Disney avait prévu plusieurs séries Star Wars pour lancer son service de streaming, puisque ça arrivera là-dessus et pas sur Disney XD ou une chaîne de télé. Donc ça leur fait une série en plus qui en fait est plus ou moins une mini-série puisqu'il n'y aura que 12 épisodes et c'est tout. Et Filoni, après ces 4 saisons de bons et loyaux services sur Rebels, va pouvoir terminer son histoire, ce qui est quand même pas mal d'un point de vue artistique. En tout cas, ça veut dire beaucoup de choses, je trouve, sur l'importance de l'animation chez Lucasfilm et surtout à quel point Lucasfilm peut se permettre de faire des trucs qui a priori sont pas du tout hypants et qu'au final ça marche quand même. Qu'est-ce qu'on en pense à cette table ? Je pense qu'il y a une nostalgie un petit peu autour de la série. Nostalgie qui est là et forcément ils veulent jouer là-dessus. Et puis bon, cette nouvelle plateforme, il faut bien la remplir. Donc ils sont bien obligés de trouver des projets. C'est une manière d'utiliser un nom qui est déjà connu par les fans et de lancer ça, voilà, tout en filant un truc à faire à Dave Filoni. Donc, Clone Wars Save. Ça m'étonne pas plus que ça. JB. Alors moi j'ai pas vu Clone Wars parce qu'en fait je déteste le design et j'ai pas réussi à regarder plus d'un épisode. Oui, mais normal. Je trouve que c'est un bon coup marketing et c'est pas mal de finir cette histoire, même si j'avais l'impression qu'elle avait quand même été terminée sur certains personnages dans Rebels. Donc je peux comprendre ton sentiment un petit peu de où est-ce que ça va nous emmener, c'est assez bizarre. Mais je trouve que c'est bien, c'est un bon produit pour la plateforme de Disney, parce que du coup ça arrive avec, vous savez, les vieux fans de Star Wars, vous qui suivez Star Wars depuis longtemps, on a quelque chose pour vous. Ouais, voilà, c'est ça, parce que mine de rien, ça a ce côté un peu, ça a 10 ans, on aura presque 12 au moment où ça va débarquer sur la plateforme, et il y a un petit peu un côté récompensant, et Clone Wars a quand même fait vivre Star Wars depuis la revanche des Sith jusqu'au rachat de Disney, donc c'est quand même un gros morceau de cet univers-là maintenant. Donc pourquoi pas, surtout que l'un des épisodes, j'imagine que ça sera même plusieurs épisodes, mais en tout cas l'un des récits au programme est le siège de Mandalore, donc ça c'est plutôt stylé, et ça pourrait nous mener à des projets crossover transmédia dont on reparlera tout de suite, mais restons un petit peu dans l'animation avec Star Wars Resistance. Donc la nouvelle série après Star Wars Rebels qui se passe, comme son nom l'indique, dans l'après le retour du Jedi est plutôt proche de The Force Awakens qu'autre chose. On a appris via le site de Disney en Allemagne, donc le site officiel, que la série commencerait autour du 13 octobre prochain, qu'elle compterait 22 épisodes pour sa première saison. Alors c'est assez marrant, c'est que bien sûr l'info a été retirée depuis et que d'après ce que j'ai pu comprendre en discutant avec Adrien sur Twitter, Adrien qui était là pour le podcast numéro 4 et que je salue, on leur a demandé de retirer ces informations de Star Wars Universe, si je ne dis pas de bêtises, et j'ai effectivement vu l'information repartir aussi vite qu'elle était arrivée, donc il est possible qu'elle soit parfaitement légitime et qu'on aurait peut-être voulu l'annoncer à un moment ou un autre chez Disney. Bref, ça sera sans doute à l'automne comme prévu. Le 13 octobre prochain, ça paraît pas très déconnant.
On sait aussi, on a appris que ça serait officiellement développé par Polygon Pictures, qui ont fait pas mal d'animés et de dessins animés, enfin de séries animées, notamment Agin, Blame, le dernier truc Transformers qui était sorti et qui était en soutien sur les premiers épisodes, les premières saisons de Clone Wars. Donc ils sont pas tout à fait non plus des noobs quand il s'agit de Star Wars. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on a vu aussi dans une présentation française un espèce de poster ou un design, des matériaux promotionnels pour The Resistance, Star Wars Resistance, où on voyait les personnages un peu en mode cartoony / manga. On sait que c'est de l'animation plus en 2D a priori, donc c'est de la 2D, c'est a priori confirmé. La 3D moche. En fait, ça sera pas dans le style Rebels, ça c'est sûr. Après, je sais pas si ce sera tout à fait de la 2D, tu vois. Je pense que techniquement aujourd'hui la 2D, c'est voilà, on fait plus ça, mais j'ai aucune idée de à quoi ça ressemble, parce qu'il y a déjà des designs du vaisseau, il y a ce truc là, mais c'est pris en photo de loin. T'as vraiment l'impression de voir un truc un peu plus kid friendly, quoi, et pas l'air dégueu visuellement. Enfin, moi je trouve on voit Phasma, il me semble, on voit Poe Dameron sur l'affiche, etc. Et je trouve qu'on reconnaît les persos et que c'est plutôt sympa à regarder. Après, il faut voir en mouvement, c'est ça qui risquera de nous dire ce que ça vaut. Polygon Pictures ayant fait des animés qui sont à chier et d'autres trucs vachement bien. Donc je sais pas exactement quelle équipe fait quoi, parce que par exemple ils ont fait les derniers Godzilla qui sont sur Netflix là, qui visuellement, si je me souviens bien, je les ai pas vus, mais je me souviens des trailers, c'était pas ouf, hein. Je me suis endormi devant le premier, donc d'accord, c'était okay. très très chiant en fait. Du coup tu t'es peut-être endormi pas à cause de l'animation, mais à cause de l'histoire. Et d'ailleurs en termes de synopsis, on avait celui du premier épisode, où en fait c'est Poe qui confiait à un petit gamin pilote une mission assez simple, essayer de surveiller des gens qui seraient potentiellement liés au First Order, qui à l'époque est une menace qu'on ne prend pas trop au sérieux du côté de la Nouvelle République. Donc il y a un côté déjà un peu... Filoni a déjà expliqué que c'était sa passion pour l'aviation qui animait un peu cette série-là. Mais il y a ce côté vraiment les soldats américains qui vont filer une tablette de chocolat aux gamins du village français pour observer s'il n'y a pas des Allemands encore dans le coin ou ce genre de truc. Donc moi ça me parle, mais est-ce que ça vous parle, Star Wars Resistance, sachant tout cela? Écoute, mon grand-père faisait ça pendant la guerre, il avait droit du chocolat en allant voler des médailles pour les Allemands, donc moi ça me parle. Pour les Allemands? Non, les médailles allemandes pour les Américains. D'accord. Et si c'est un retour à la 2D, moi je suis chaud. Parce que, c'est pas Star Wars, mais là il y avait un reboot cette année des Tortues Ninja en 2D. Et alors les premiers designs m'avaient un peu refroidi. C'était pas. Elle est dispo cette série. On peut se faire peut-être un petit aparté. C'est super bien. C'est super bien. Ouais. Ok. Bon. C'est super bien. Il y a même ils expliquent pourquoi les tortues changent d'arme et l'explication est bien. Donc. Ah, ok. Tu me diras ça en off. Constance. Ouais, pareil, moi la 2D, ça me botte, je trouve ça cool. Enfin, je trouve ça un peu triste justement de plus avoir de longs métrages animés en 2D. Donc je suis contente de revoir cette série. Après, à voir sur les designs, je sais que j'avais échangé avec 2-3 personnes sur Twitter sur cette espèce d'image leakée dont tu faisais mention tout à l'heure. On voyait les personnages parce qu'on avait l'impression qu'il y avait 0 personnage féminin, mis à part Phasma derrière, en arrière-plan. Donc à voir, à confirmer. J'imagine que ça sera pas totalement le cas, mais ça m'avait fait un peu tiquer. Voilà, mais j'ai hâte de découvrir de quoi il va en retourner. Très bien. On va revenir du côté du live action, parce qu'il y a quand même une série en live action sur Star Wars. On a tendance à l'oublier, mais ça arrive, et ça arrive avec notre ami Jon Favreau. Et on a eu sans doute la première grosse rumeur autour de la série, parce que mine de rien elle a été annoncée en début d'année, donc on n'a pas forcément beaucoup d'infos depuis, on ne sait pas de quoi ça parle, on sait vaguement à quelle époque ça se passe, puisque c'est à peu près 3 ans après le retour du Jedi, donc on est dans une période post-trilogie originale, mais pas tout à fait nouvelle trilogie non plus. Et du coup la rumeur qui a été colportée par nos amis de Making Star Wars, donc l'original, fait état d'une potentielle série consacrée à la planète Mandalore, ce qui est bizarre à première vue, mais qui, je sais pas, ça a commencé à se densifier dans ma tête, et je trouve ça même plutôt légitime. On en reparlera après. Du coup, la rumeur est quand même à prendre avec des pincettes, puisque eux expliquent que c'est l'une de leurs sources. Donc, en principe, vu que Making Star Wars a rarement tort,
c'est à peu près legit, mais d'un autre côté, ils disent quand même que la source n'est pas non plus... voilà. Ils n'ont pas le même wording, comme on dit dans le milieu du marketing, que d'habitude. Donc je pense que leurs précautions nous demandent quand même de rester prudents quant à l'idée d'une planète Mandalore faisant l'objet de toute une série. Et on rappelle pour les gens qui n'ont pas suivi que Mandalore, c'est la planète natale des Mandaloriens, donc les personnages qui sont vêtus des armures à la Boba Fett et à la Jango Fett. Et on a vu une autre Mandalorienne depuis, Sabine Wren dans Rebels, donc potentielle connexion avec la trilogie originale, avec Star Wars Rebels et Star Wars Clone Wars, puisque siège de Mandalore, sachant que l'intrigue de Clone Wars se passe pendant plusieurs épisodes sur Mandalore aussi. Donc là, on a quand même un truc qui touche au moins 3 trucs de Star Wars. Est-ce que ça reste intéressant ou pas ? C'est la question à laquelle Chibou va répondre. Alors moi, il y a 2 choses que je voudrais dire. C'est que j'aimerais bien... Quand est-ce qu'on va arriver à ce stade où les produits, on va dire les dérivés ou transmédia, vont s'éloigner des époques qu'on connaît, parce que je commence à en avoir un peu marre entre tel film et tel film, entre tel machin et tel machin, à chaque fois c'est relié à ce qu'on connaît déjà. J'aimerais bien qu'on parte soit plus loin, avant, après, je sais pas, mais autre chose que ce qu'on a déjà vu. Et alors j'ai vu passer ça sur Twitter aujourd'hui qu'a priori sur la plateforme de Disney, il n'y aurait pas de production rated R. Alors, je sais pas si c'est sûr, hein, mais... Je sais pas, mais je sais qu'aujourd'hui, ils ont annoncé qu'elle arriverait fin 2019. C'est un article de Variety. Voilà. Et c'est plutôt legit, j'imagine. Continuons en prenant des pincettes. Je me dis que faire une série sur la planète Mandalore, quand tu connais le passé guerrier des Mandaloriens, mais où tu dois rester PG-13, ça doit être un peu ennuyeux. Bah après, Star Wars, c'est PG-13 et il y a quand même de la bonne baston, quoi. Ouais, mais... Après, c'est vrai qu'il y a un petit côté, quand tu penses Mandalore, tu te dis, bon voilà, donc c'est une planète avec toute une espèce de civilisation guerrière qui essaie de se rationaliser pendant la période de l'ancienne République, mais enfin, la prélogie, et puis qui sombre dans la guerre civile, et puis qui, du coup, guerre civile qui est aggravée par l'Empire, puisqu'il y a des Mandaloriens loyaux à l'Empire. Ce qu'on voit dans Rebels, c'est ce qui est super intéressant, sachant qu'en plus, c'est plus ou moins un monde qui fonctionne avec un système de famille, un peu comme à la Game of Thrones, avec des clans, etc. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que Jon Favreau jouait l'un des... Il me semble qu'il jouait même Enfin, il doublait le méchant de la Death Watch, qui était des extrémistes mandaloriens dans Clone Wars. Donc, va-t-il reprendre son rôle ? Non, mais... Du coup, effectivement, t'as quand même tout ça, et tout de suite t'as un petit Game of Thrones effect où tu te dis, ah ouais, intrigue politique, connexion avec l'Empire en ruine, est-ce que les mecs rejoignent la Nouvelle République, en même temps il y a différentes maisonnées, c'est des mecs qui se bastonnent à fond, et c'est vrai que tout de suite ta frustration, ça va être de dire, ah ouais, mais si c'est un peu lissé vers le bas, ça peut vite devenir les parties les plus ennuyeuses des arcs narratifs sur Mandalore dans Rebels ou Clone Wars, quoi. Sans le sang, le sexe et la violence. Non, Constance ? Ouais, moi, Mandalore, ça m'a... Enfin, les Toi, t'as dit boring quand je t'ai annoncé le truc. Je balance, mais tu m'as dit boring en soupirant. Ouais, mais les Mandaloriens, ça me parle pas plus que ça, en fait. Donc, me dire qu'on a une série live Star Wars et c'est sur les Mandaloriens... ouais, non, ça m'intéresse pas. Enfin, après, tout le monde a son Star Wars. Il y a des gens qui aiment les Jedi, il y a des gens qui aiment les rebelles, il y a des gens qui aiment les Mandaloriens. Je sont méga fans des Mandaloriens, donc je me dis, bon, bah voilà, bah, ça sera pour eux, quoi. Mais j'aime quand même la promesse de cette idée de... si c'est bien ça, hein, bien sûr, mais on part d'un point de vue qui est typique d'une faction que les gens connaissent bien, plutôt que d'en introduire une, et on voit à l'échelle d'une planète et d'une civilisation, ça ressemble à quoi à la chute de l'Empire. C'est ça qui est intéressant, c'est d'avoir cette échelle, cette petite échelle au final, qui est qu'une planète dans la galaxie. Ça peut être intéressant. Après, voilà, si c'est les Mandaloriens mais qui se bastonnent pas... ouais, ça peut être vite chiant. Qui se bastonnent hors champ ou dans de la fumée ou dans le noir. Ouais. Mais surtout pour une série, donc avec un budget qui est quand même... qui est limité, quoi. Les Mandaloriens, quand t'es en... Enfin, ça me paraît demander pas mal les chiffres annoncés pour les épisodes, c'est quand même... je crois que c'est 100 millions pour 10 épisodes. Ça fait que c'est quand même du budget. 100 millions, 10 épisodes, ça fait 10 millions d'épisodes, c'est pas... C'est pas mal. C'est on beaucoup, est dans du level pour Game of Thrones milieu de run, quoi. Mais quand tu veux faire tous les effets autour de...
Eh bien, des jetpacks. tu me tends la perche, puisque figure-toi que l'autre info derrière cette rumeur, elle est technologique, puisque le ILM X-Lab, qui en gros est une entité qui a été créée par Lucasfilm, Skywalker Sound et ILM bien sûr, pour développer les technologies de VR, mocap et ce genre de choses, enfin toute cette espèce de, comment dire, d'écosystème technologique, serait impliqué en fait dans la faisabilité de la série et dans l'idée de comment dire, d'impliquer la technologie au cœur de la narration, un truc qu'on retrouve chez Cameron et chez George Lucas aussi à l'origine. Et alors du coup, je sais pas exactement comment ça fonctionnerait, mais il y a des rumeurs qui expliquent que notamment pour des raisons de coût, de faisabilité, etc., ils utiliseraient peut-être les technologies mises en place depuis quelques années par X-Lab pour avoir une espèce de rendu en direct des effets spéciaux sur le tournage. Donc en fait on aurait des moniteurs ou peut-être des écrans autour des acteurs, je sais pas exactement comment ça fonctionnerait. C'est ce que Cameron a utilisé pour Avatar. C'est ce que Cameron est en train d'utiliser pour Avatar. Ouais, effectivement. Mais ça coûte un bras, ça. Ça coûte un bras, mais a priori l'idée c'est que du coup, vu que du coup t'es pas dans une idée de on va créer un décor, parce que c'est une sorte de pré-modélisation. Ouais, en fait, tu crées un décor, le réalisateur il pré-modélisation du décor en 3D. C'est ça. Et en fait, le réalisateur directement, en filmant sur fond bleu ou sur fond vert, peut voir ce qu'il est en train de faire. Avec la caméra, il peut voir en direct où il est placé dans l'espace par rapport à ce décor en 3D. Plutôt que de faire des reshoots, ajuster les trucs par la suite, se débarrasser de certains plans au montage alors que les effets spéciaux sont prêts. Là, on a un truc en direct et le mec se souvient. Tu te souviens quand est-ce que t'as filmé sur le fond bleu, JJ ? Bah je sais pas, il y en a quand même beaucoup. Ah ouais, mais attends, sur le rush où on avait mis le droïde dans le fond et tout. Ah ouais, c'était mardi dernier effectivement. Bah ça on va l'enlever au montage. Donc il y aura une idée de coût et aussi de techno derrière tout ça. Donc je pense pas que la série sera en VR ou ce genre de truc, mais je pense que peut-être ça peut. Tu vois déjà les voir là-dessus sur ce genre de créneau en se disant ok Avatar le fait pour le cinéma, nous on le fait déjà pour la série. Je me suis dit genre par contre, sachant qu'on sait aussi que Jon Favreau, enfin ça légitime aussi entre guillemets la présence de Jon Favreau, puisque c'est une technologie qu'il a déjà plus ou moins employée pour le livre de la jungle et va refaire pour le Roi Lion. Donc techniquement, ça peut aussi expliquer sa présence sur la série, et alors qu'au final, il aura peut-être qu'un rôle de showrunner au sens très large et de consultant technique, là où d'autres réalisateurs pourraient être invités à écrire, ou d'autres scénaristes pourraient être invités à écrire ou à réaliser, ce qui pourrait être sympa, surtout si on a un point de vue sur une famille en particulier et que peut se permettre des specials parce que à un moment ils vont sur telle planète qu'on connaît, ou il y a des personnages de telle partie de l'univers qu'on retrouve. Donc forcément ça pourrait être assez intéressant d'avoir cette matrice là d'une planète et pas forcément Tatooine qui paraissait toute désignée pour dire tout le monde passe par là. Moi du coup j'ai même pas trop cet effet parce qu'en plus Tatooine, une fois que t'as vu le sable et les cantinas, ça me paraît pas très original, tu vois, alors que Mandalore en ruine, avec une guerre civile, avec l'Empire qui est en train de chuter, tout ça, peut-être des personnages comme, tu vois, par exemple Sabine, avoir une Sabine en live action, je kifferais, tu vois. Donc c'est quel climat sur Mandalore ? Bah ça dépend de l'endroit où tu es, mais c'est plutôt rocailleux quoi. D'habitude Star Wars c'est un climat, une planète. Ouais, c'est ça. Il y a pas de météo. Bah c'est bizarre parce que genre tu vois dans Rebels la partie Mandalore qu'ils ont montré c'est genre le désert, il y a plus rien, c'est des canyons et des plaines avec du sable. Oui, et parce que ça c'est facile à modéliser en 3D. Ouais voilà. T'as rien à faire. C'était bien chum. Et mais dans mes souvenirs donc le noir c'est des édifices assez jolis en verre et en acier c'est plutôt une planète rocailleuse montagneuse quoi. Montagnarde. Il y a des montagnes. Vous avez compris. Est-ce qu'on a fait le tour sur la série de Favreau ? Est-ce qu'on y croit ? Moi, personnellement, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire. Après, je te rejoins, JB, sur le côté faut qu'on en arrive plus vite. En fait, je pense qu'on a tous besoin qu'on arrive plus vite qu'on l'aurait pu le penser sur des choses qui sont totalement nouvelles, en fait. C'est-à-dire qu'on pensait qu'ils pouvaient tirer sur 3 spin-offs, voire plus. La trilogie originale la nouvelle trilogie qui connecte à la trilogie originale, etc. Et au final, je crois que Solo a mis quand même un sacré coup de massue derrière la tête de cette idée, quoi. Je veux pas encore me déverser du sel sur ce film, mais j'ai vraiment l'impression que c'est le truc qui a tout changé, tu vois. C'est genre, après, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et quand on est dans cet esprit-là, nous. Ouais, non, mais je veux dire, toi, on n'a pas aimé Solo, tu vois. Non, mais on est dans cet esprit-là, mais
Tu connais aussi la capacité de Disney en tant que, enfin, surtout maintenant avec le rachat de la Fox qui est maintenant acté, et ce genre de truc, à anticiper les désirs du public et à dire, avant que tu penses à, oh putain, un jour s'ils mettraient Hulk et Thor ensemble, ça serait cool, bah tu l'as déjà dans ton troisième Thor, tu vois, parce que, tu vois, on a compris qu'en fait on pourrait tirer sur la corde et faire des films à 500 millions, mais si on veut que ça devienne un vrai truc, faut qu'on avance, faut qu'on aille plus vite vers la créativité, so to speak. Mais bon, on verra bien ce que ça donne dans quelques mois, j'imagine, pour les premières annonces, puisque si c'est censé arriver au lancement de la plateforme, bah, va falloir se grouiller. Après, ça dépend quel est le rythme de diffusion, etc. Est-ce que ça sera du 100%, toute la série est dispo à la Netflix, ou est-ce que ça sera feuilletonné avec un épisode toutes les semaines ou tous les 15 jours, j'en sais rien. Parce que c'est aussi une manière d'occuper de l'espace que de ne pas le faire justement en binge-watch. Je pense que ce serait une mauvaise idée de le faire en binge-watch. Moi aussi. Parce que, en fait, ça reproduirait trop le modèle Netflix. Et les gens seraient là, ah oui, d'accord, c'est le Netflix de Disney, oui, bon, bah, on va pas s'abonner, on a déjà Netflix, alors que là, tu crées un côté feuilletonnant, où les gens reviennent, du coup, tu reparles de tous les 15 jours, il y a le nouvel épisode de Star Wars et tout. Effectivement. Ah, surtout que là, t'as vraiment une plateforme qui peut centraliser tout et avoir des connexions simultanées en disant, si t'es en train de regarder Clone Wars, saison 7, Siège de Mandalore, au fait, l'histoire est. Donc, j'ai d'ailleurs vu des gens qui essayaient de décrédibiliser la rumeur en disant que c'était sans doute une espèce d'écho par rapport au fait qu'il y aurait le Siège de Mandalore dans Clone Wars et que les mecs s'étaient peut-être trompés. Mais à l'inverse, il y a des gens qui disent non, je pense qu'ils ne sont pas trompés et que Star Wars Resistance étant prévu pour aller chercher les plus jeunes, c'est normal que Clone Wars soit une espèce de produit d'appel vers Mandalore avec le Siège de Mandalore en disant si vous aimez ce que vous voyez là, on va continuer de le faire en live action et c'est pour vous, les adultes et ados, pendant que vos gamins regarderont Star Wars Resistance. Après là, on rentre dans des détails, on rentre au pôle marketing de Lucasfilm, donc on va sortir très vite de là parce que voilà, il faut pas casser la magie trop souvent non plus. On va terminer, si vous le voulez bien, avec Star Wars dans les librairies, parce qu'il y a quand même 2-3 trucs à dire. Puisque, après avoir été en couverture du deuxième Throne, que je n'ai pas encore acheté d'ailleurs, honte à moi, eh bien, Padmé s'offre un roman à part entière. Donc, elle est dans le bouquin Throne, mais ça y est, elle aura aussi son propre bouquin. Est-ce que les 10 ans à venir de la menace fantôme n'y sont pas pour rien ? Moi, je prédis quand même que l'année prochaine, Lucasfilm va s'en donner à cœur joie de commencer à redire la prélogie, ça existe, il y a ce truc-là, on a engagé des gens qui ont grandi pendant la prélogie et qui maintenant vont vous faire des romans sur Padmé, sur Qui-Gon, sur Watto. Et donc, du coup, l'origine du Marseillais de Tatooine. Bon, du coup, un roman Padmé par E.K. Johnson, qui avait déjà écrit le roman Ahsoka, qui est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on en pense ? Je pense que ça fait totalement écho à ce qu'on racontait dans le podcast. Ils ont copié quelque part. Sur Star Wars et les femmes. Qui est que aujourd'hui, les gens qui ont grandi avec la prélogie commencent à réhabiliter un petit peu le personnage de Padmé. Et donc, ça ne m'étonne pas qu'elle revienne un peu sur le devant de la scène. Bon, c'est juste un roman, entre guillemets, donc on ne va pas non plus s'exciter, mais je sais pas, moi je trouve ça cool. Je trouve que l'idée ça se passe sur plutôt son arrivée, l'arrivée sur le trône de Naboo et le début de son règne. Je trouve que c'est une idée un peu stylée à explorer en roman qui n'aurait pas forcément fonctionné dans un autre média, tu vois. Donc c'est le prequel de la prélogie. C'est exact. Un peu, en quelque sorte. Non, je crois que c'est sans doute une espèce de biopic, entre guillemets, sur plusieurs périodes, mais en tout cas, il parle de ça. J'ai plus exactement le nom, je crois que c'est Shadow of the Queen ou quelque chose comme ça. Et donc, du coup, la couverture, c'est d'ailleurs elle, maquillée avec la tenue rouge dont on parlait dans le précédent podcast, et puis à côté, le côté un peu plus aventurière de Padmé. Donc, écoutez, pourquoi pas, mais de toute façon, l'année prochaine, on risque, je pense, de parler de la prélogie. En tout cas de tout ce qui est menace fantôme un peu plus souvent. Et je peux déjà vous annoncer qu'on fera un épisode spécial sur la menace fantôme pour les 10 ans du film. Ah, génial. Parce que les 20 ans du film d'ailleurs, par contre, je crois que j'ai dit 10 ans tout à l'heure, mais ça fait 20 ans. 10 ans, c'est Clone Wars. Ah, ça fait mal, hein, on a vu les deux au ciné. Passons du côté des comic shops avec ce que j'ai appelé le plan foireux de Marvel pour réanimer Star Wars, parce que c'est n'importe quoi. Vous savez très bien que les comics Star Wars, c'est nul. Pas mal d'exploits, 2-3 trucs bien et globalement
pas mal de merde, enfin beaucoup de la merde, enfin c'est nul, enfin ça ne mérite pas de votre argent, pas toujours. Il y a des trucs sympas, techniquement je trouve que c'est un super média le comics pour explorer des trucs Star Wars, mais j'ai l'impression que c'est devenu un peu la licence pas chère de Marvel où tu peux aller. Au départ, il y avait cette envie de All-Star et encore. Et maintenant, c'est un peu la décharge. Il y a Kieron Gillen qui fait encore des Gillenry, comme tu as l'habitude de dire. Des Gillenry, ouais. Et après, tu as 2-3 numéros, comme la dernière fois, je l'ai lu, le Vador dont tu m'avais parlé, où il s'est fait chasser par Tarkin, qui était vraiment sympa. Ouais. Tu as des fois des espèces d'épiphénomènes avec un numéro qui est sympa. En l'occurrence, la série Vador est plutôt sympa, même si ça reste très concentré sur l'action, quoi. Donc on peut pas non plus crier comme on peut parfois le faire devant un épisode de Rebels en disant putain c'est Star Wars alors que c'est contenu dans 20 minutes. Là tu passes un bon moment, t'es dans Star Wars mais t'as pas l'impression que c'est aussi légitime qu'un film, quoi. Mais parce que encore une fois c'est entre deux épisodes, entre des trucs qu'on a déjà vus, et du coup ils peuvent pas se permettre de faire grand chose, quoi, parce qu'il faut pas que le personnage il dépasse de la situation qu'il est censé avoir au début du film d'après. Et ce n'est pas ce nouveau plan qui va te donner tort, Jean-Baptiste, puisque la série qui s'approche de nous, même si on n'a pas encore de date de sortie, ce sera une maxi-série qui s'appelle Age of, 3 petits points. Voilà. Donc, avec 3 époques. Donc, Age of the Republic, Age of the Rebellion et Age of the Resistance. Hein, voilà, parce que, effectivement, c'est 3 époques qu'on n'a pas assez explorées, donc ça peut être sympa quand même d'avoir des comics là-dessus. Donc, on commencera avec Age of the Republic, vous l'avez compris. Ce seront donc 8 comics de Jody Houser qui s'est jusque-là chargé plus ou moins des adaptations Star Wars, donc rien de bien méchant, mais bon, Jody Houser étant une scénariste qui monte un petit peu et qui est très populaire ces derniers temps, j'imagine qu'on lui a filé cette opération là, pendant que JB s'étouffe avec son verre. Allô, JB. Chibou, tiens le coup. Ah, tu veux un petit bâton de la mort? J'ai pas l'habitude de boire de l'eau. D'accord, ok. Ouais, c'est encore vidé les cales de l'Outrider. On n'a plus de Suze de Tatooine. Et ceci n'est pas un placement de produit. Et donc Age of the Republic, où on aura des comics one-shot sur des personnages. Parce que 8 comics, mais one-shot quoi. Donc Qui-Gon Jinn, Dark Maul, on aura Jango Fett, on aura Grievous, on aura aussi Padmé d'ailleurs. On enchaînera ensuite sur Age of the Rebellion. Là, les numéros seront écrits par Greg Pak. Et enfin, Age of the Resistance, qui sera écrit par Tom Taylor. Pourquoi pas, c'est plutôt des 3, c'est celui qui est le plus intéressant. C'est celui qui m'intéresse le plus. Et l'époque est aussi la plus intéressante, puisque c'est celle qu'on connaît le moins a priori. C'est le premier gros chantier, si j'ose dire, de Mark Paniccia depuis sa nomination en éditeur de Star Wars chez Marvel. Mais alors putain, ça fait pas rêver cette espèce de truc maxi-série avec... C'est vraiment, tu sais, t'as l'impression de vivre les pires idées des éditeurs de comic book, tu sais, quand ils savent plus comment créer des comics, ils les compartimentent. Alors on va avoir une maxi-série en 3 chapitres, dans chaque chapitre il y aura 8 numéros avec un scénariste et ça sera des one-shot, machin, enfin... C'est de la merde. Faites des persos originaux. Vous avez tenté votre coup avec Afra, a priori ça marche. Tentez d'autres époques, tentez des trucs. Je peux comprendre que ça soit les films qui sont prêts à ouvrir la voie et que Rian Johnson doit faire sa trilogie ailleurs pour qu'il y ait des produits dérivés sur cet ailleurs qui arrive. Mais en attendant, on peut quand même peut-être essayer de faire un truc plus original que de revenir sur des one-shots, sur des persos qui parfois, c'est le cas pour Dark Maul, ont déjà eu une mini-série chez Marvel depuis le rachat de Lucasfilm. Bref, c'est de la merde. Enfin, je sais pas, j'ai pas lu, ça sera peut-être sympa, les numéros seront peut-être sympas, mais le concept éditorial, quand tu sais que la marque vit pas hyper bien dans les comic shops en termes qualitatifs, parce qu'en termes quantitatifs, ça se vend quand même encore, ça fait un petit peu mal de pas les voir se sortir un peu les doigts. En fait, j'arrive pas à voir ça autrement que comme une OP marketing pour vendre des variants de cover. Je suis désolé, je vois pas l'intérêt. Non, mais en plus, tu vas avoir ton bandeau quoi. Star Wars, Age of, le truc, l'âge en question et le personnage. Enfin, t'as l'impression d'être de retour chez Dark Horse, dans les pires années de comics exploités. Ça fait un peu OP supermarché, quoi. Oui, non, mais c'est ce que je disais dans la compartimentation, si ce mot existe. Après, s'ils peuvent reprendre la bonne idée de Dark Horse, qui était d'utiliser des photos live action pour les covers, pour Age of Republic, moi je veux bien.
Mais il y avait Souvenez-vous du numéro il y de a eu des Qui-Gon Jinn. variantes photo pour chez Marvel déjà. Ah, ils ont déjà fait ça? Ouais. Oh, merde, j'ai raté. Ouais, j'en ai une. C'est qui? C'est Luke qui sort de la ferme avec les mains sur les hanches et le petit Bob avec les lunettes. Voilà. Classe. Voilà. Ça, c'est des variantes cover que j'aime bien. Ça fait plaisir. Voilà, sinon ils ont annoncé à ça c'était annoncé à San Diego, ils ont aussi annoncé qu'ils allaient adapter Solo en comics. Parce que bon bah voilà, La piraterie n'est jamais finie. on n'en a jamais assez chié que dans le film, donc bah voilà, petite adaptation en comics. Remarque, ça sera peut-être mieux. J'ai plus retenu qui allait s'occuper de cette purge, mais ça ne me dérange pas du tout. Donc voilà, désolé pour ce sel de sel est fin présent. de numéro, mais honnêtement j'ai vraiment du mal à croire que ça puisse sauver Star Wars. Et en plus, ce qui est assez drôle, c'est que quand tu lis Dr. Aphra, voir certains trucs des autres séries, ils se permettent des choses qui ne sont, à mon sens, pas très Star Wars ou des idées un peu tarées. Mais d'un autre côté, faut que ça soit quand même sous un bandeau et un truc qui fait vendre, parce que sinon on le fait pas. Donc si le Story Group nous entend et bosse avec des artistes de comics, bosser avec d'autres qui ont peut-être envie de créer des trucs sympas plutôt que de prendre un paycheck quand Cebulski peut pas leur filer de super-héros parce qu'ils les ont déjà fait. Voilà. Craig Pack, il avait fait tous les Hulk possibles, alors du coup on lui a filé Grievous. Non, c'est Age of the Rebellion qui fait, donc il n'y aura pas Grievous, mais peu importe. Tu voulais rajouter du sel sur ce sel, JB? Non, pas d'intérêt, voilà. Non, ça n'a pas d'intérêt. Mais c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de lead sur Star Wars avec des gens. Alors, Heather Antos valait ce qu'elle valait, mais je veux dire, il y avait au moins cette espèce d'idée de figure publique avec qui tu interagis. T'as l'impression que ça vivait. C'était pas juste un fond de catalogue. Ouais, mais 80% des séries qu'elle éditait, c'était un personnage de Star Wars se retrouve perdu sur une planète. Oui, effectivement. C'était pas non plus. C'était pas la folie. Voilà. C'est dur Star Wars en comics depuis le rachat. Ouais, il y a eu des trucs, il y a franchement des bons trucs, mais la consistance et l'originalité ne sont pas là. Donc, voilà, lisez Aphra, lisez la première série Lando. Voilà. On fera peut-être un bilan. La série Podameron était pas mal. Voilà. On fera peut-être un bilan Star Wars à l'occasion, mais je sais pas trop quand parce que ça va jamais s'arrêter, donc c'est un petit peu compliqué. Mais peut-être une fois que la trilogie sera finie ou je ne sais pas. Non, mais là, à rigueur, vu qu'il y a un changement d'éditeur, on peut peut-être faire un micro-focus la prochaine fois. Ouais, ça pourrait être intéressant, surtout que j'ai lu la plupart des trucs, mais effectivement, ça pourrait être intéressant de dire aux gens de ne pas lire cette série et d'en garder deux, donc je sais pas, à l'écoute ça sera sans doute pas palpitant, mais si ça vous fait envie ou que vous avez des idées autour de ce sujet là, n'hésitez pas à nous les suggérer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc c'est parti pour l'atterrissage tranquillement en douceur. C'est du beau boulot ce décollage, non? Vous savez qu'il m'arrive encore de m'épater moi-même. Mais qu'est-ce que vous projetez de faire maintenant? Boire un verre? Et ensuite? La fête est terminée. Plusieurs botanes sont morts pour nous fournir cette information. J'aimerais voir un peu d'optimisme ici. Ça, c'est ce qui s'appelle une course de modules. Merci Phobos, merci JB de nous avoir supporté, moi et mon ego, pendant ce podcast sur Star Wars. Mais de rien, c'est toujours un plaisir de venir ici. Ah bah c'est cool. Quelle est votre actu sur le moment? Parce que voilà, c'est les vacances, donc les choses tournent un petit peu au ralenti, y compris Outrider. Mais voilà, on est quand même cool, on vous file un petit podcast d'actu, parce qu'il y a 2-3 trucs à se mettre sous la dent. Et on prépare d'autres numéros. D'ailleurs, si vous avez des suggestions, vous pouvez les laisser en commentaire et nous faire des bisous de la force. Mais sinon, JB, pour revenir à toi, quelle est ton actualité? Comme j'ai dit la dernière fois, j'avais trouvé un travail et là j'ai commencé à travailler. Ah oui, donc c'est pas tout à fait comme la dernière fois. Voilà, là, donc je redécouvre les joies d'un vrai travail parce que ça fait 2 ans que j'avais pas fait ça à peu près. Ah oui, tu faisais quoi il y a 2 ans? Je suis allé travailler à Nantes, je sais pas si tu connais. Je connais bien. Donc non, j'ai un nouveau téléphone, un ordinateur, un badge, je vais à la cafétéria avec mes collègues. Ah putain. Ouais, j'ai même une voiture de fonction. C'est vrai? Ouais. C'est quoi? Une Ford Focus. Une Ford Focus. Ouais, voilà. Ah, je suis sur le cul. T'aurais pu dire un petit vaisseau de fonction, rester dans le storytelling du podcast, mais t'en as rien à foutre. Donc, on va passer à Constance. C'est quoi ton actu à part te chamailler avec des gens sur Twitter? À part me chamailler avec des gens sur Twitter. Et chamailler, c'est un euphémisme. Mais j'arrête pas de te couper la parole et c'est pas très poli, donc je vais arrêter. Oui, effectivement. Voilà, j'aimerais parler. Non, mais on peut m'entendre dans le dernier opus de Hommage collatéral sur George Lucas.
La meuf a remplacé Rafik Djoubi, quoi. Exactement, Pas au mal, pied belle levé. promotion. Belle promotion. Et je suis toujours en préparation d'un prochain numéro de Actioner. Voilà. Et puis sinon, côté cosplay, eh bien, je suis en plein craft de l'armure de l'héroïne du prochain Assassin's Creed. Donc voilà, vous pouvez suivre mes aventures à base de décapeurs thermiques sur Phobos Cosplay sur Instagram. Ok, JB, t'as pas lâché ton Instagram. Les gens veulent voir les photos des orques. Ah bah ouais, en ce moment ça avance pas trop parce Ouais, que bon, l'heure. non mais il fait trop chaud pour Ouais, peindre. c'est vrai qu'il fait chaud. Mes peintures elles sèchent quand j'ouvre les pots donc c'est pas terrible. C'est vrai que c'est pas terrible. Mais non, bah de toute façon c'est Instagram, Twitter c'est JB Balier. Ça, je ne me JB cache Balier, pas. hein, c'est JB Balier, Je ne hein, me le ca- seul unique. je ne Le me JB cache pas. Balier. Quant à toi. moi, Ah oui. oui. D'habitude, tu poses la question, mais là, t'as pas pu Non. le faire. Non. Ah, ça m'a perturbé que tu ne puisses pas le faire. Alors que d'habitude, ça me perturbe que tu le fasses. Quand même étrange. La vie est bien faite. Perturbante. Effectivement, moi, République, alias Thibaut, je crois, c'est plutôt mon vrai prénom. Niveau Fig, ça avance, c'est bien. Il y a du lourd, il y a du Age of Sigmar qui arrive, donc avec des petits lézards et des dinosaures qui chevauchent d'autres dinosaures. Donc ça, c'est plutôt stylé. Pourquoi je parle de ça alors que j'ai des choses bien plus intéressantes à vous conseiller, je ne sais pas. Mais en tout cas, ces derniers temps, si l'âge d'or, si j'ose dire, vous manque, je suis dans à peu près 60 podcasts par semaine. Donc là, on a fait, effectivement, comme Phobos le disait, le deuxième numéro de Hommage collatéral sur George Lucas. Et j'ai aussi fait, aux côtés de César, un épisode de On n'est pas trop vieux pour ces conneries. Podcast nostalgique et vieux con s'il en est, et dans lequel j'ai pu jouer mon rôle de pas trop vieux con avec un épisode sur Lego qui vient de sortir. Et vu que j'adore les Lego, je sais pas pourquoi je prononce comme ça, mais ça m'amuse beaucoup, et bien on pourra m'entendre parler de ça longuement dans le dernier épisode dont on n'est pas trop vieux pour ces conneries. On peut aussi m'entendre parler de Mission Impossible Fallout, qui est un excellent film comme vous l'a suggéré ma petite parenthèse, dans le dernier numéro de Actioner avec David. Donc voilà. Et puis il y a Outrider que vous venez d'écouter. Et puis vous avez peut-être pas écouté les numéros précédents, alors allez faire un tour. Puis peut-être que vous les avez pas partagés et que ça serait bien, donc faites-le aussi, c'est sympa. Voilà. En attendant, on vous fait des gros bisous, on vous souhaite un bon mois d'août, une bonne fin d'été, une bonne rentrée si vous rentrez. Et puis voilà, que la force soit avec vous. Hein ? On reste tranquille. Allez, que la force soit avec vous. Voilà. Ciao. Ciao. Elle a pas dit que la force soit avec vous. Eh bien, Votre Altesse, c'est l'heure des adieux. Oui, je crois. Surtout, ne me remerciez pas tous à la fois. Alors, t'as eu ton fric et tu tires ta révérence? Si on réussit à éviter que les bonnes femmes s'en mêlent, on devrait pouvoir se tirer de là. Oh, tu fous la merde partout. Ne m'énerve pas, petit gars. Prends ta pelle et ton seau et va jouer. Allez, on